Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le courrier des éditeurs de ce samedi 7 octobre 2023 qui vous est présenté par Florian Dai et Meg Wang. Bonjour à tous, konnichiwa, hola, c'est Meg Wang. Et Florian Dai, buenos dias. Pour le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'annonces avant de répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, concernant les programmes qui seront bientôt à l'antenne de Radio Taïwan International, d'abord, il y aura normalement, à partir de ce mois d'octobre, une série de podcasts d'émissions en fait qui sort du cadre de coopération avec l'école européenne, le lycée français, et cette fois-ci, il s'agit des élèves en terminale. Et les émissions vont commencer très prochainement, je pense que d'ici 2 semaines, ce sera diffusé le samedi. C'est une série d'émissions qui présente les observations des lycéens sur Taïwan et ils vont essayer également de suivre le déroulement de la campagne présidentielle et législative qui commence déjà en fait. Bon, ça sera intéressant à écouter. Donc ce sont des élèves taïwanais. Ce sont des élèves, français. La plupart sont des Français ou des Taïwanais qui sont métis, ou alors des Taïwanais aussi, ou alors d'autres pays qui parlent français en fait. Donc c'est le lycée français de l'école européenne. D'accord. Donc il n'y a pas que des Français en fait, c'est tout le monde francophone. On peut dire ça comme ça. En fait. Les jeunes francophones habitant à Taïwan. Tout à fait. Alors, ça va commencer donc d'ici 2 semaines. Et la deuxième annonce concerne peut-être une voix que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'entendre. Il s'agit de Suzanne Duroy, qui est une stagiaire actuellement à RTI, qui a débuté en septembre. Et elle commence à préparer une série d'émissions qui sera diffusée de manière irrégulière. Et c'est une série qui est dédiée à la mémoire des Taïwanais. Donc, ça peut être des histoires à raconter, des personnes qui ont des expériences remarquables, douloureuses, à ne pas oublier pour les Taïwanais d'aujourd'hui. Voilà, et puis ça parle aussi de la transmission de la mémoire. Oui, transmission de la mémoire. De comment est-ce qu'on raconte le passé aussi Tout à fait. par rapport au futur, en fait, parce que le passé a beaucoup d'échos qui sont encore intéressants à voir pour maintenant. Absolument, et elle a notamment préparé une émission déjà sur les anciennes femmes de réconfort avec des voix qu'elle a pu utiliser des femmes de réconfort. Il s'agit des enregistrements qui ont été faits par une fondation qui a toujours été là pour aider ces femmes de réconfort pour réclamer leurs droits, notamment auprès du gouvernement japonais. Et on sait qu'aujourd'hui, plus aucune ancienne femme de réconfort n'est encore vivante à Taïwan, d'après ce qu'on sait en fait. Et du coup, il s'agit des enregistrements assez anciens et vous verrez, c'est assez touchant, on pourrait dire. Et juste pour rappeler, les femmes de réconfort, c'était des esclaves sexuels de l'armée japonaise pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est pas un phénomène qui a touché uniquement Taïwan. L'essentiel, la plupart des femmes de réconfort venaient de la Corée du Sud. Et c'est à peu près dans l'Asie. En Birmanie, en Thaïlande, en Indonésie. C'est en Asie, oui. Et du coup, c'est une histoire qui n'est pas réglée. Parce que c'est pas quelque chose de reconnu ni récompensé et du coup c'est une mémoire à ne pas oublier. Voilà. Donc, il y aura une émission sur cela, on le diffusera très prochainement et on peut vous dire que Suzanne Duroy est artiste aussi parce qu'elle fait beaucoup de dessins. Donc toutes ces émissions seront accompagnées des croquis ou des dessins en fait. Qu'elle fera elle-même, donc. Elle fera elle-même. Donc, il y aura, en fonction de ce qu'elle a réalisé et de ce qu'elle va réaliser, il y a des choses qui sont uniquement en ligne, c'est-à-dire il n'y aura pas de support sonore par rapport à ce qu'elle avait déjà réalisé. Et donc, ce sera, par exemple, la mémoire d'un soldat de Kinmen qui avait vécu le bombardement de la Chine. C'est uniquement sur un support écrit qu'elle avait travaillé avant en fait. C'est une bande dessinée qu'elle avait faite. Aussi, donc ce sera illustré avec des histoires écrites. Donc il n'y aura pas d'enregistrement sonore, mais lorsqu'on le publiera, vous pouvez le lire sur notre site. Voilà, donc ça sera
un autre monde à découvrir. Oui. Alors, ce sera bientôt à l'antenne de RCI. Restez attentifs et attentives. Et en attendant, on va vous proposer les concours d'octobre et trimestriels. Donc, deux nouveaux concours qu'on avait présentés la semaine dernière. Le premier, d'abord, le concours mensuel. C'est lié à la fête nationale, je parie. Et oui, gagné. Puisque comme vous le savez, la fête nationale, c'est le 10 octobre, c'est la fête du double 10. C'est mardi prochain, c'est très prochainement. Et déjà, d'ailleurs, à l'occasion, Florian et Lisa fera une émission spéciale. Vous allez devant le palais présidentiel pour rencontrer, cette fois-ci, le spectateur aussi. Oui, on sera aux premières loges de tout ce qui se passe. Donc, on fera quelques interviews sur place et puis on reviendra après au studio pour finaliser l'émission. Donc, à la différence des années précédentes, il n'y aura pas une diffusion en direct pour présenter la première partie de la cérémonie de la fête nationale avec notamment le discours présidentiel de Tsai Ing-wen. Cette année, le discours vous sera proposé bien sûr dans le journal sur la page spéciale de notre site Double 10, mais votre émission ne focalisera pas essentiellement sur ça. C'est tout le déroulement de la fête nationale, en fait. Voilà, ça sera assez varié, je pense. Oui. On va se lever tôt pour y aller. Disons que pour qu'on puisse s'approcher du palais présidentiel le jour de la fête nationale avec les dignitaires étrangers et tous les hommes, entre guillemets, importants, alors il y a un contrôle de sécurité. Donc, il faut que les journalistes soient présents au ministère de l'Intérieur à 6h du matin pour les appareils, soit les appareils d'enregistrement visuel ou sonore, soit vérifiés, accrédités pour entrer dans les tribunes proches de Tsai Ing-wen. Voilà, tout ce qu'on ne fait pas pour vous, quand même. 6h du matin sur place, ça veut dire au moins 5h se lever, avant même. Ouais. Mais bon, c'est une fois dans l'année. Oui. Si on a une petite voix le soir au moment d'enregistrer, vous saurez pourquoi. Vous dormirez mieux, en fait, j'espère, le soir même. Oui. Donc, la question mensuelle, on vous demande quelle est la troupe japonaise invitée à défiler le 10 octobre, donc pour cette fête nationale. Donc ici, on parle d'une troupe qui propose une représentation artistique. Qui va être dans le défilé, Qui sera dans le défilé. Parce que l'année dernière, on se souvient, il y avait l'orchestre d'un lycée avec comment on appelle ça ? Ça s'appelle Orange Démon, je pense. Les démons orange. Voilà, et c'était un succès phénoménal auprès des Taïwanais. Beaucoup de médias en ont parlé et les Taïwanais ont adoré. Et du coup, cette année, c'est de nouveau une troupe japonaise qui est invitée. Voilà, donc qui proposera une sorte de spectacle. Aussi, majorette aussi, en fait, je pense. Ouais. Similaire. Voilà, donc on vous demande quelle est cette troupe. Comme cadeau, et comme cadeau, eh bien, on vous propose un cadeau très pratique qui sont 4 petites lampes rouges clignotantes. Voilà, donc merci encore à Tiffen d'avoir cherché ces cadeaux pour nous. Et puis pour le concours trimestriel, puisque nous entamons le dernier trimestre de l'année 2023. J'en reviens pas, l'année est déjà finie en fait. Et oui, ça va vite. Oui. Et donc, on vous invite à vous rapprocher de la chaîne YouTube de RTI, puisque en plus des émissions radio, nous proposons également des vidéos. Oui. Et donc, on vous demande de citer 3 vidéos qui portent sur les cultures autochtones et nous dire laquelle vous avez préférée et pourquoi. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas sûr comment retrouver cette chaîne, vous pouvez aller sur la page principale de notre site du service français et il y a un encart où il y a des vidéos et si vous cliquez sur vidéo, vous allez retrouver notre chaîne. Voilà, mais sinon elle s'appelle RTI français. Oui. Il ne devrait pas y avoir trop de difficultés à la trouver. Non. Et comme cadeau pour ça, on vous propose 4 petits baozi, donc les petits pains à la vapeur, dans leur petit panier. Ah, ça c'est quelque chose retrouvé par Tiffen aussi. C'est donc décoratif, mais qui n'est pas uniquement décoratif. Avec Tiffen, nous avons trouvé que cet objet est
peut servir de, comment on appelle ça, une sorte de presse pour soulager la colère, le stress. Ah, comme une petite balle à malaxer. Voilà, donc ça permet de déstresser, on pourrait dire. Je ne dirais pas ce que Tiffen a pensé à cet objet, je vous dirai une fois vous l'aurez reçu. Le mystère reste entier. Parce que Tiffen a fait une comparaison assez inattendue. Et en chinois, on dirait de couleur. Je ne sais pas si ça se dit en français. Non, nos éditeurs ne vont pas comprendre du tout. Mais peut-être que c'est mieux comme ça. Voilà, en tout cas, si vous êtes gagnant de ce concours et vous recevez ce cadeau, n'hésitez pas à nous dire vos impressions sur cet objet, à quoi vous fait penser en fait. Voilà, donc on vous laisse être curieux et tenter de répondre à ce concours pour le découvrir. Donc jusqu'à fin décembre. Jusqu'à fin décembre, vous avez encore tout le temps d'aller visiter notre chaîne YouTube pour tenter de gagner ce petit pain à la vapeur en plastique, donc pas à manger. Ah non. Voilà. Ah, sinon, il y avait une petite chose que je voulais rappeler aussi. Nous remercions à tous les auditeurs d'avoir participé à l'activité Dear RTI pour les 95 ans de RTI. Normalement, la radio avait édité une carte postale pour vous remercier. Normalement, le service français a déjà expédié toutes les cartes. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous le signaler. Voilà, on pouvait vous renvoyer. Et aussi, par la suite, c'est-à-dire après que ces cartes postales ont été expédiées par RTI, on a su que RTI a aussi réalisé des sceaux qui marquent RTI 95 ans en fait. Et du coup, nous avons voulu de faire parvenir ce souvenir aussi. Du coup, prochainement, vous allez recevoir une lettre de RTI avec plein de sceaux qui marquent les 15 ans de RTI. Voilà, donc c'est une lettre sur papier que nous allons poster prochainement. Bon, et bien ça fait beaucoup de courriers aussi. Oui. Pour l'émission Le Courrier des auditeurs, on est dans le thème. C'est le courrier aussi, oui. Nous allons répondre maintenant aux questions des auditeurs. Avec tout d'abord une lettre qui nous vient de la France, de la part de notre auditeur Christian Guibaudot. Et en plus, il répond, il participe au concours en partageant son point de vue sur les vidéos, justement sur les autochtones. Et en même temps, il pose quelques questions concernant Taïwan. En fait, il a partagé qu'il était à Menton, où il a pu assister à un marché d'antiquaires. Alors du coup, il aimerait bien savoir si le marché aux antiquités est important à Taïwan et en est-il possible d'exporter des antiquités de Taïwan ? Ça, c'est une très bonne question en fait. Ça existe, le marché d'antiquités à Taïwan, mais quant à l'exportation, c'est un sujet beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, Taïwan n'est pas... tout ce qui est considéré comme objet ancien, on ne peut pas vraiment les exporter sans autorisation. Et selon la loi sur le commerce avec l'étranger de 1993, certaines catégories d'objets restent interdites à l'exportation. Ça comprend donc des produits faits à base de certains animaux. Ça comprend les armes, la drogue et aussi certains objets d'antiquité. Et la plupart du temps, Taïwan est plus un importateur d'objets d'antiquité. Et tu sais d'où on importe ces objets, essentiellement ? Je dirais de Chine ou du Japon. De la Chine, effectivement, parce que avant que la Chine se réveille, c'est-à-dire décide de défendre, d'interdire les exportations de ces objets anciens de plus de 2 siècles, je crois maintenant c'est interdit. Alors Taïwan, qui avait connu un essor économique plus tôt, avait commencé plus tôt à s'intéresser aussi à ces objets d'antiquité. Alors que la Chine voulait renier un peu tout son passé avec la révolution culturelle, où il fallait tourner le dos au passé pour se moderniser. Voilà. Donc ça correspondait justement à un moment où la Chine ne voulait plus trop garder tout ce qui est ancien. Oui, et d'ailleurs parce que la Chine s'est développée d'abord par la côte, et pendant que toute la zone côtière se développait, ils démolissaient, ils enlevaient tout ce
qu'il pensait que c'était inutile et non moderne aussi. Toutes les vieilleries, les quatre vieilleries. Les quatre vieilleries. Et du coup, cela a profité aux Taïwanais d'importer tous ces objets. Et c'est pour cela il y avait notamment des tables, des lits traditionnels et aussi ce qu'on appelle les décorations des fenêtres. Sculptées. Des fenêtres ciselées, sculptées, c'est voilà, ça c'est tout très, à très fait. beau Et c'était largement importé depuis la Chine vers Taïwan, en fait, que Taïwan importait largement. Apparemment, c'était dans les années 70 et 80, surtout 80, que c'était un phénomène véritable. Il y avait aussi des baignoires, tout ce qui était considéré comme ancien, qu'on ne voit plus au sein de la société taïwanaise, on les importait. D'ailleurs, Taïwan encourageait ce genre d'importation parce que selon les règles qui gèrent le commerce entre les deux rives définies par le ministère de l'économie, les objets de centenaires, en fait, de plus d'un siècle, qui provenaient de la Chine, bénéficiaient d'une exemption ou de réduction d'impôts. Donc c'est vraiment pour faciliter tous ces échanges. Et 1988 était une année clé dans le sens où on importait, parce que les objets passaient parfois par Hong Kong aussi. Oui. Et tous ces objets, on avait multiplié 7 fois l'importation et ça dépassait 200 tonnes en termes du poids en fait. Et tous ces objets à Taïwan maintenant, ils sont où? Ils sont chez des particuliers? Ils sont dans des musées? Ils sont généralement chez les particuliers, les personnes qui aiment décorer à l'ancienne ou chez les commerçants en fait. Voilà. D'accord. Donc on peut pas vraiment l'exporter, mais on importe depuis l'étranger et notamment depuis la Chine. Et sinon, Christian Guibaudot avait une deuxième question concernant les émissions de RTI. Il souhaite savoir si nous avons des francophones étrangers ou taïwanais vivant sur l'île qui écoutent les émissions en français de RTI. Est-ce que nous avons des retours ? Voilà une question très très difficile à répondre dans le sens où nous ne sommes pas diffusés localement, c'est-à-dire nous n'avons pas eu jusqu'à présent l'autorisation du gouvernement pour diffuser comme une radio sur FM ou AM. Voilà. Mais sur Internet, c'est possible de nous écouter? Il y a que on ne peut nous écouter à Taïwan que via Internet. Ainsi, la plupart du temps, lorsque nous parlons des auditeurs locaux de RTI, c'est généralement des auditeurs des langues sud-est asiatiques qui comptent un nombre important de travailleurs migrants à Taïwan. C'est donc le cas de Thaïlandais, Philippins, Indonésiens et Vietnamiens. Donc, et le service français, nous avons rencontré quelques personnes qui nous disent qu'ils nous écoutent. En fait. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des personnes, soit une fois quelqu'un que je connaissais à travers quelqu'un d'autre, qui m'a dit « mais je connais ta voix », et puis au bout d'un moment qui s'est dit « Radio Taïwan International ». Donc, donc j'ai été reconnue une fois comme ça, et puis sinon j'ai croisé peut-être quelques personnes aussi qui écoutent. Et on peut pas savoir du coup le nombre d'auditeurs, l'importance d'auditeurs que nous avons sur Taïwan. Tout comme c'est difficile pour nous de savoir les auditeurs qui nous écoutent de manière générale en fait. Oui. Tout à fait. On sait ni combien vous êtes, ni où vous vous trouvez. C'est-à-dire qu'on ne peut savoir qu'à travers les courriers que vous nous envoyez, mais on sait que la plupart d'auditeurs, des personnes qui écoutent la radio, n'écrivent pas forcément en fait. Oui, bien sûr. Oui, donc c'est difficile de savoir le nombre d'auditeurs, mais c'est vrai que nous avons déjà rencontré des personnes qui nous écoutent à Taïwan. Voilà, donc merci beaucoup à Christian Guibaudot pour votre question et aussi votre courrier. Voilà, et puis moi j'avais envie de répondre à un autre courrier de Maggie Roy, qui nous écrit assez régulièrement aussi, d'ailleurs, qu'on remercie pour tous ses retours sur nos émissions et puis ses questions. Là, j'ai choisi celui-ci parce que c'est une question tout à fait d'actualité. Elle disait qu'il est difficile pour les non-initiés de s'y retrouver entre les Jeux d'Asie du Sud-Est et Jeux asiatiques, ces derniers devant rassembler du 23 septembre au 8 octobre davantage de pays participants que les premiers à Hangzhou en Chine. Donc, elle demande quelle instance en est à l'origine, et puis elle parle également des tensions diplomatiques, notamment avec l'Inde. Est-ce que c'est la même chose pour Taïwan? Comment ça se passe tout ça? Donc, effectivement,
Les jeux d'Asie et les jeux asiatiques, c'est pas la même chose, c'est ça? Alors, les jeux d'Asie et les jeux asiatiques, c'est la même chose, mais Oui. un, c'est les jeux d'Asie du Sud-Est. En fait, Ah, il y a les Jeux Olympiques qui sont donc le grand concours international, la grande série de compétitions. Voilà. Ensuite, c'est divisé en région. en continents. Donc, il y a les Jeux asiatiques, les Jeux européens, les Jeux africains, les Jeux pacifiques et les Jeux panaméricains. Et ensuite, c'est encore divisé en concours subrégionaux, Compétition. en jeux subrégionaux. Voilà, donc il y a les jeux d'Asie centrale, les jeux d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est, d'Asie de l'Ouest et d'Asie de l'Est. Donc, tous ces pays sont invités à participer donc à une compétition subrégionale. Ensuite, les Jeux d'Asie, les Jeux asiatiques. C'est ça. Alors, donc, ce sont des organismes donc, de conseils olympiques régionaux ou subrégionaux qui sont reconnus par le Comité olympique international qui organise tous ces grands événements. Et c'est parfois... Les pays qui y participent ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, Macao est présent dans ces Jeux asiatiques qui ont lieu en cet instant, mais ne participe pas aux Jeux olympiques et n'est pas reconnu par le Comité international olympique. Ah, c'est une question politique. C'est une question politique ou peut-être... Enfin, je ne sais pas trop quels sont les critères pour pouvoir y participer. Mais voilà, donc il y a certains pays qui peuvent participer à un certain niveau, mais pas forcément à un autre. Donc, Maggie Roy nous demandait pour les Jeux d'Asie du Sud-Est, mais ce n'est pas cela que participe Taïwan. Je pense qu'elle voulait parler des Jeux d'Asie de l'Est, puisque c'est cela auxquels Taïwan a participé. Mais en tout cas, enfin voilà, donc ce sont différentes catégories de jeux subrégionaux. Pour les Jeux d'Asie de l'Est, ils ont lieu tous les 4 ans, avec cette année la Chine, Taipei chinois. Chinese Taipei. Chinese Taipei, voilà. Guam, qui est à l'origine une île pacifique d'Océanie, mais qui participe avec les Jeux d'Asie de l'Est. Ne cherchez pas l'explication, je ne la connais pas. Voilà, donc c'est assez flexible. Il y a aussi Hong Kong, le Japon, Macao, dont je viens de parler, la Mongolie, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et puis, il y a le Kazakhstan qui est un membre fondateur, et puis qui a changé après pour passer aux Jeux centra-asiatiques, et puis plus tard a rechangé pour passer dans les Jeux européens, puisque le Kazakhstan est un peu... aux deux en fait. Voilà, oui, un peu central. Donc c'est assez flexible. C'est au choix en fait. Mais je pense qu'ils peuvent avoir une performance en Asie qu'en Europe. Je veux dire, en termes de compétition, surtout en termes d'athlétisme, j'ai l'impression que les compétitions en Europe, c'est quand même beaucoup plus avancé qu'en Asie. Ou c'est une fausse impression, je sais pas. Je sais pas, parce qu'il me semble que les Kazakhstans sont aussi... Enfin, le Kazakhstan est un pays qui a beaucoup de médailles, hein, tout ce qui est haltérophilie ou lutte ou des sports comme ça, qui sont peut-être moins développés en Europe. Enfin, du coup, selon les catégories de sport, je suppose que s'ils ont choisi de changer, c'est parce que ils y trouvaient quelque avantages, chose aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, dans ces Jeux d'Asie de l'Est, cette année, il y a eu 9 pays qui ont participé, alors que dans les Jeux asiatiques, donc, qui sont sur le point de se terminer, qui ont lieu en ce moment à Hangzhou, il y avait 45 pays. Il y a 45 pays qui ont participé. C'est donc une compétition beaucoup plus importante en termes de taille, en fait. Voilà, c'est vraiment une compétition continentale, avec... Ça va de l'Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Yémen, Japon, Kazakhstan de nouveau. Tiens d'ailleurs. Bon, je ne comprends pas pourquoi le Kazakhstan est de nouveau là. C'est un mystère. Peut-être c'est défini en fonction du moment où cela avait été décidé. Je crois que l'activité de cette année a été repoussée en question de Covid, en fait. Oui, d'ailleurs, ce sont les Jeux de 2022 qui ont été repoussés. Du coup, c'est peut-être pour cette raison, en fait. Je sais pas, mais apparemment, voilà, c'est une question qui soulève beaucoup d'autres questions qu'elle nous a posées là. En tout cas, cette semaine, pour les Taïwanais, un sport a
fait beaucoup parler. C'est presque un sujet dont on en parle à Taïwan, chez les Taïwanais. Je ne sais pas si tu as suivi, c'est la compétition de roller de vitesse. Oui, parce que les Coréens étaient déjà en train de célébrer leur médaille et ils ont célébré un petit peu trop tôt. Oui, c'est-à-dire que les deux, effectivement, c'est une compétition par équipe en fait. Et l'équipe coréenne a gagné. C'était sûr, donc jusqu'à la fin, et le devançait les Taïwanais. Mais juste à la fin, jusqu'au dernier moment, à la ligne finale, les Taïwanais n'ont pas abandonné, ont foncé en fait. Et en faisant un presque grand écart. Voilà, en voulant franchir la ligne, mais en pensant que les Coréens avaient gagné. Et le Coréen pensait qu'il avait gagné aussi, il avait commencé à ralentir un peu. On pourrait dire à célébrer, ralentir un peu. Et ce qui fait qu'au final, les Taïwanais ont gagné avec, je crois, c'est 1 centième de seconde. 0,0.1 en fait d'avance. Oui, sur la photo finale, on voit vraiment que ça se joue à un cheveu Rien près. du tout. Et jusqu'au dernier moment, les Taïwanais ne savaient pas qu'ils avaient gagné, en fait. Tout le monde pensait que c'était les Coréens qui avaient gagné. Les Coréens célébraient. Les Taïwanais étaient à côté, comme un 12e, quoi. Et c'était par la suite que l'organisateur a annoncé que c'était Taïwan qui avait remporté la compétition. Oui, donc ça a fait beaucoup parler les Taïwanais parce que on peut imaginer que les Coréens n'étaient pas très contents de leur athlète, et du coup il y en a qui ont commencé à dire apparemment, si on est athlète coréen, si on remporte une médaille aux Jeux Olympiques, on peut ne pas faire de service militaire. Mais pour les Jeux asiatiques, comme c'est un niveau inférieur, il faut avoir la médaille d'or pour être exempté de service militaire. Et du coup, ça s'est beaucoup parlé. Du coup, ça s'est encore plus parlé à Taïwan, ce genre. Pour eux, ils avaient un enjeu qui était beaucoup plus important que juste une médaille, en fait, pour les Coréens. Je pense que ça change au niveau de carrière d'un sportif, je pense. Oui, s'ils doivent s'interrompre. Ça dure combien de temps, le service militaire? Je sais pas, mais je pense que c'est forcément plus long que Taïwan. Parce que Taïwan, c'est 4 mois. Même si on le prolonge à 1 an, je pense qu'en Corée, c'est plus long, en fait, je crois. Peut-être 2 ans? J'ai l'impression que c'est ça, mais je suis pas sûre. Ouais. Bon, à vérifier. Une autre partie de la question de Maggie Roy était par rapport aux athlètes originaires d'Inde. Donc, il y avait 3 personnes qui viennent d'un état du nord de l'Inde, qui est l'Arunachal Pradesh, et que la Chine considère comme appartenant au Tibet du Sud. Et donc, ces personnes n'ont pas reçu leur accréditation. Bon, là, c'était 3 femmes qui voulaient participer dans la catégorie des arts martiaux. Et elles n'ont pas pu y participer. En réponse, le ministre des Sports indien, Arun Thakur, a annulé une visite en Chine. D'accord. Pour protester. Mais voilà, la Chine et l'Inde partagent 3800 km de frontières. Donc, il y a régulièrement des tensions. Oui. Et ces 3 athlètes n'avaient pas pu participer non plus en juillet aux Jeux mondiaux universitaires qui avaient lieu à Chengdu pour les mêmes raisons. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau non plus. Et voilà. Et officiellement, c'est pour un problème technique, mais c'est une question de conflit politique au niveau des frontières qui fait que ces 3 athlètes n'ont pas pu participer. Alors, pour Taïwan, les athlètes ont pu participer sous le nom normalement de Chinese Taipei, mais qui a été changé dans les médias officiels par China Taipei. Donc en chinois, c'est passé de Zhonghua Taipei à Zhongguo Taipei. Sympa. Voilà. Et les Chinois quand les Taïwanais gagnaient des médailles, les Chinois applaudissaient et sortaient les drapeaux chinois comme si Taïwan faisait partie de la Chine. Donc c'est vraiment voilà, un double tranchant pour les athlètes taïwanais présents sur place. Voilà, pourvu qu'un jour, vraiment, on peut arriver que le sport reste sport. On ne va pas parler de la politique ni l'économie, mais ça reste difficile. Ouais. Alors, merci à Maggie Roy d'avoir posé cette question. Merci à tous d'avoir écouté le courrier des auditeurs. Merci de nous avoir écrit. C'était Meg Wang et Florian Dai pour Radio Taïwan International, et à bientôt.